Bonsoir et merci de nous rejoindre pour un nouveau numéro de décryptage sur New Info au Venezuela. Le président Nicolas Maduro a été réélu pour un troisième mandat à la tête du pays avec 51,20% des suffrages, a annoncé le Conseil national électoral à CNE ce lundi. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Au pouvoir donc depuis 2013, le syndicaliste et homme d'État vénézuélien Nicolas Maduro a été élu pour un troisième mandat de 6 ans à la tête du pays. Oui, c'est le résultat qui est donné par le Conseil national qui s'occupe des élections. Un résultat qui est contesté par l'opposition, il faut le dire, qui donne un autre résultat, puisque la dame qui est, j'allais dire, leader de l'opposition dit que c'est le contraire. Eux, ils doivent avoir gagné à 70% et que Maduro a plutôt 30%. Donc l'écart est extrêmement important. Elle refuse également le fait que le Conseil national proclame déjà les résultats de façon définitive, alors qu'on n'a pas encore terminé avec le dépouillement des urnes. D'ailleurs, même elle a insisté en demandant à ce que leurs représentants au niveau des bureaux de vote ne se laissent pas emporter par les résultats, qu'il reste pour assister jusqu'à la fin du dépouillage, parce qu'on n'a pas terminé avec les urnes, bien que le Conseil national dit que c'est terminé. Même le reste des bulletins de vote ne peuvent plus changer la donne. Maduro est déjà élu. L'opposition vénézuélienne accuse le pouvoir de fraude et irrégularité, mais surtout d'avoir mené une campagne d'intimidation. Et pourquoi? L'intimidation, elle est là depuis longtemps. Ça, il faut le dire clairement. D'ailleurs, c'est à cause de l'intimidation que celle-là que j'appelle leader de l'opposition, qui était en principe celle qui devait être candidate à l'élection présidentielle, n'a pas pu être candidate. Et c'est pourquoi l'ex-ambassadeur qui s'est retrouvé candidat, 74 ans, mais c'est presque une sorte de candidat une sorte de candidat de rechange au dernier moment. D'ailleurs, quand vous regardez, son charisme n'a rien à voir avec le charisme de cette dame-là. Mais on a empêché à la dame d'être candidate. Puisque les sondages lui étaient favorables. On la craint comme concurrente par rapport à l'élection présidentielle. On a trouvé le moyen de l'éliminer. On a mis l'autre à la place. Mais malgré tout, au niveau des sondages, ce candidat de l'opposition partait en tête par rapport à Maduro. Et c'est pourquoi l'opposition déclare sa surprise de voir Maduro remporter les élections aussi facilement. Et de nombreux pays ont exprimé tous leurs doutes et rejets de ces élections, des résultats surtout de l'élection présidentielle au Venezuela, où le président sortant Nicolas Maduro a été déclaré vainqueur. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a exprimé de sérieux doutes quant à l'exactitude des résultats. C'est toujours des tensions entre les deux pays? Oui, d'abord c'est toujours les tensions, mais il faut que les États-Unis s'occupent de leurs propres élections également. C'est pas à eux de certifier les élections au niveau du Venezuela. C'est vrai qu'il y a eu des problèmes dans les élections, parce qu'en fait, faut dire les choses très simplement. Quand dans un pays, on veut organiser des élections libres, démocratiques, transparentes, on n'a besoin ni d'observateurs ni de quoi que ce soit. Et même des observateurs locaux suffisent. Et quand vous le faites dans les règles, vous allez voir, le résultat des élections va être accepté. C'est ce qui s'est passé dans ces élections. Les observateurs internationaux n'ont pas été acceptés. Malheureusement, c'est pourquoi j'ai dit quand on veut organiser, c'est simple. Maintenant, dès que vous faites de la manigance, en empêchant à des locaux d'être des observateurs, ils ont empêché à l'Union européenne d'envoyer une mission observatrice. Il y a d'autres qui ont voulu également être des observateurs. On a laissé à la dernière minute, on leur a refusé cette possibilité. Mais la question que tout le monde se pose, c'est vous cachez quoi? C'est pourquoi j'ai dit organiser des élections, c'est simple. Et quand on veut le faire normalement, on ne doit pas craindre les observateurs. Au contraire, on doit les souhaiter. Maintenant, je disais tout à l'heure que ce n'est pas aux Américains de certifier les élections du Venezuela. Surtout que les relations ne sont pas bonnes entre les deux pays depuis l'élection de Hugo Chavez. Parce qu'on oublie cela un peu. Maduro est le dauphin de Chavez et tout le monde se rappelle la difficulté des relations entre Chavez et les États-Unis. Quand Maduro a été réélu pour son deuxième mandat, qui était au pouvoir aux États-Unis, mais ça a été très difficile
les Américains ont rompu pratiquement les relations avec eux en refusant de reconnaître Maduro comme étant celui qui a été élu, en préférant supporter son adversaire qui s'était présenté comme le président élu, mais qui ne pouvait bien sûr pas exercer ce pouvoir au niveau du Venezuela. Donc, c'est vrai, il y a eu des problèmes au niveau de ces élections, mais quand les Américains ne sont pas d'accord, mais ils n'ont jamais été d'accord avec Maduro, ils ont même mis des sanctions économiques contre lui qui participent actuellement à la situation difficile que les populations vivent. Maduro même les accuse de participer à une déstabilisation qui a pour but de pouvoir l'enlever du pouvoir. Donc, dans la réaction américaine, il ne faut pas regarder seulement quelqu'un qui se prononce par rapport à des élections où il a pu y avoir des problèmes, mais c'est des Américains également qui ne sont pas du tout d'accord avec le président actuel qui vient d'être réélu et qui continue leur combat contre lui. Et parmi les pays qui ont félicité la réélection de Nicolas Maduro, on peut citer le Cuba. Tout à fait normal. Vous voyez la situation que je viens de décrire. Cuba et le Venezuela sont pratiquement dans une posture similaire par rapport aux États-Unis. Donc, tout à fait normal que Cuba fasse preuve de, j'allais dire, solidarité par rapport au Venezuela, puisque les sanctions, le fait que les Américains essaient de leur créer des difficultés, ils sont effectivement dans la même difficulté. En plus, ce sont ce qu'on appelle des pouvoirs de gauche. Et quand on dit pouvoir de gauche, c'est des gens qui ne sont pas pour ce qu'ils appellent du libéralisme sauvage, alors que tout le monde sait que les États-Unis, c'est pratiquement la capitale du libéralisme. Le président réélu a promis la paix, la stabilité et la justice. Ce sont des enjeux majeurs pour son pays? Oui, ce sont des enjeux majeurs pour son pays parce que je parlais tout à l'heure des sanctions des États-Unis et vous connaissez la méthode américaine. Quand les Américains sanctionnent un pays, quand vous voulez en tant qu'entreprise continuer de collaborer avec les États-Unis, à la limite, les États-Unis vous mettent dans les sanctions, même si vous n'êtes pas une entreprise américaine. Justement, ce sont des sanctions qui durent depuis 5 ans. Dans ces conditions, comment se porte le pays économiquement? Le pays se porte mal. Le pays se porte mal. Vous avez 7 millions de Vénézuéliens qui ont quitté le pays. Et ils ont fui, en particulier à cause de la difficulté économique. C'est-à-dire, il y a Maduro, c'est vrai, qui tient le pays avec une poigne de fer, mais il y a les difficultés économiques qui amènent les populations à fuir le pays. 7 millions sur une population de 30 millions, quand vous faites le pourcentage, c'est considérable. Et si autant de personnes s'en vont, c'est parce que véritablement ça ne va pas. Et ce qui est curieux, ça ne va pas alors que tout le monde connaît le Venezuela. C'est un pays producteur de pétrole et qui a jusqu'à présent d'énormes potentialités en matière de pétrole. Et c'est pourquoi je parlais de cette méthode américaine qui consiste à sanctionner eux-mêmes, mais à empêcher à d'autres pays de pouvoir travailler avec le pays qu'ils sanctionnent. Ce qui fait que ce potentiel qui est là, le Venezuela a du mal à le mettre en évidence à cause de ces sanctions américaines qui font que d'autres pays ou d'autres structures intéressées, pour ne pas subir également les sanctions américaines, vont indirectement sanctionner le Venezuela. Donc ce n'est pas que le pays n'a pas les moyens. Ils ont du pétrole qui fait pratiquement 80% de leur devise au niveau national, mais quand vous ne pouvez pas l'écouler, quand les Américains vous créent autant de problèmes, ça entraîne les difficultés que l'on voit au niveau des populations. Son deuxième mandat, le pouvoir de Nicolas Maduro a été menacé, en tout cas de révolution. C'est une situation qui persiste? Qui persiste, on dirait non, puisque les Américains ne l'avaient pas reconnu lors de la seconde élection. Ils ont reconnu plutôt son adversaire. Ils étaient d'ailleurs pas le seul. Vous avez le Brésil, vous avez un nombre de pays au niveau de l'Amérique latine qui avaient eu la même position par rapport à Maduro. Et ça s'était traduit par une sorte de tension. On voyait Maduro qui s'en prenait à ses voisins, qui s'en prenait régulièrement aux États-Unis, parce qu'effectivement, d'abord, on ne le reconnaît pas, ce qui pose problème, mais on lui mettait également des bâtons dans les rues. On essayait de créer des difficultés et d'aider ceux qui avaient tendance à le contester. L'ancien président du Parlement, Juan Guaido, qui s'était aussi proclamé président. Il s'était autoproclamé président et les Américains l'ont reconnu. D'autres pays également l'ont reconnu, ce qui était quand même curieux. Il fallait d'abord laisser les Vénézuéliens régler leurs problèmes avant de reconnaître ou de ne pas reconnaître qui va être président. Maintenant, les Américains ont été piégés parce qu'avec la guerre en Ukraine, le Venezuela devient un allié intéressant à deux niveaux. Il ne faut pas le laisser tomber
dans les mains de la Russie, puisque actuellement tout le monde voit la Russie aller à la conquête d'un certain nombre de pays pour se constituer également sur le plan géopolitique des alliés. Les Américains ont même diminué les sanctions à cause de cela pour que le Venezuela, qui pourtant est proche de la Russie, ne tombe pas, si on peut le dire ainsi, complètement entre les mains de la Russie. Et ces autres pays qui avaient suivi les Américains également en essayant de créer des problèmes à Maduro sont en train, eux aussi, de revoir leur politique parce que dans ces pays, vous avez des gens de la gauche qui sont arrivés au pouvoir. Donc, qui sont plus proches de Maduro que des États-Unis. Situation économique du Venezuela particulière en raison des sanctions des États-Unis. Justement, Donald Trump est à nouveau candidat à la présidentielle aux États-Unis. Si jamais il revenait, ces sanctions américaines risquent-elles de s'accentuer? Mais tout à fait, puisque tout le monde connaît Trump avec sa façon de faire. Trump et Maduro au pouvoir, mais ça va être des échanges aigre-doux. C'est clair. D'un point de vue diplomatique, ça risque d'être extrêmement difficile. Et peut-être même ces sanctions qu'on est en train de revoir actuellement à cause d'une autre situation au niveau de l'Ukraine, Trump pourra revenir là-dessus. N'oublions pas qu'il a été clair tout récemment en disant qu'il va demander à Zelensky de faire la paix. C'est-à-dire, l'enjeu Ukraine, s'il réussit à amener Zelensky à signer un accord de paix avec la Russie, l'enjeu Ukraine sera réduit, ce qui va lui donner une marge de manœuvre encore plus forte par rapport au Venezuela. Et l'opposition revendique donc également la victoire d'Edmundo González. Mais qui est-il, ce candidat de l'opposition qui a challengé Nicolas Maduro dans les urnes? En fait, ce n'était pas le candidat attendu. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au Venezuela, à l'approche des élections, l'opposition a finalement fait un effort pour se mettre ensemble et trouver un candidat. La dame qui parle régulièrement, c'était elle, en fait, qui était la candidate souhaitée au niveau de l'opposition. Mais malheureusement, sa candidature a été éliminée par la justice, je dirais pour des raisons politiques, de sorte qu'on a dû trouver un autre candidat. Et il y a cet ancien ambassadeur qui est pas très connu par les Vénézuéliens, mais qui est très connu quand même au niveau de l'appareil d'État en termes d'administration et autres, qu'on a pris comme, j'allais dire, candidat de rechange à défaut de la dame. Ça a un peu joué, mais malgré tout, au niveau des sondages, avant le scrutin, les sondages montraient qu'il était en avance par rapport au président Maduro lui-même. Donc, il n'a pas le charisme de la dame, ça se voit, il est beaucoup plus posé. C'est maintenant qu'on commence, avec la publication des résultats, à le voir tenir un discours un peu plus acerbe par rapport au discours qu'il avait tenu pendant la campagne électorale. La prestation de serment de Nicolas Maduro pour son troisième mandat est prévue pour le 10 janvier 2025. Il a été justement, comme vous le disiez, en désaccord avec la plupart des pays de la région. Quels sont les pays alliés qui lui restent au Venezuela aujourd'hui? Ce qui va se passer, il y aura une sorte de retournement de situation avec ce que j'ai dit tout à l'heure, l'accession d'un certain nombre de la gauche au niveau d'un certain nombre de pays. Il y aura une certaine proximité d'un point de vue idéologique et à cause de cette accession de la gauche, les données vont changer. Le cas du Brésil, par exemple, qui est revenu au pouvoir au Brésil? Lula. C'est la gauche. Lula, par rapport aux États-Unis, quelle est la posture? Donc le Brésil, qui au départ était plutôt en opposition par rapport à Maduro, va plutôt se rapprocher aujourd'hui de Maduro. On a la même chose également avec la Colombie, où même les frontières avaient fini par être carrément fermées. Les choses s'améliorent parce que là-bas également, c'est la gauche qui est en train de s'installer. Donc il y a des pays qui étaient là, qui étaient plutôt dans la mouvance américaine, dans le sens des sanctions par rapport au Venezuela, où le pouvoir a changé de main. Et idéologiquement, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui sont de la gauche, tout comme Maduro. Ça va créer plutôt un rapprochement qui va lui permettre, déjà dans son environnement immédiat, d'avoir véritablement des alliés. Merci, Mohamed Diouf, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis dans Décryptage.